Alors, les séminaires que nous avions à Nanterre, c'était une chose, c'était plutôt de la pratique de terrain, parce que Dampierre mettait beaucoup l'accent sur le terrain. Et pour ce qu'il y avait de plus théorique, moi, j'ai suivi évidemment, comme tout le monde à l'époque, les séminaires de Lévi-Strauss, et ceux de Leroi-Gourhan aussi, et la préhistoire, puisque l'enseignement du musée de l'homme faisait aussi faire de la préhistoire et de l'anthropologie physique, et que ça a continué aussi à l'EPRAS, après à l'EHESS. Mais et j'aimais beaucoup tout ça, et j'ai suivi le séminaire, non pas les cours du Collège de France de Lévi-Strauss, mais ces séminaires rue de Varennes, où on se retrouvait tous, bien entendu. Mais alors, il y avait une dimension qui était absente quand même là-dedans, alors qu'elle était très présente dans les pays, et dans le pays où je travaillais, c'était la dimension diachronique et l'histoire. Et le mongol a une écriture. Il y a une histoire qui est connue depuis Gengis Khan, qui a fait trembler le monde entier. Et donc, ils ont une grande fierté de ça, les Mongols, et ça ne peut pas s'ignorer. Et cette dimension-là n'était pas du tout prise en compte par la perspective lévi-straussienne, beaucoup plus synchronique. Et donc, je suis toujours restée un peu à cheval entre les orientalistes, pour lesquels, au contraire, l'écriture et tout ce qui était écrit comptait, et le terrain. Et sur le fait que le terrain, en plus, n'ait pas été aussi accessible que les terrains qu'on faisait ailleurs, ce que j'ai pu faire comme terrain. Alors j'y suis retournée, à peu près tous les ans pendant 20 ans, pas tout à fait 20 ans, non, j'exagère. Mais des séjours moins longs, 2 mois, 3 mois, etc., à la fois chez les Mongols et chez les Bouriates. Évidemment, tout ce que j'apprenais, c'était impossible à creuser sur le terrain. On ne va pas dans un pays communiste interroger les gens sur les relations de parenté. Ça n'aurait pas de sens, puisqu'ils ont voulu créer un État qui est en rapport direct avec les individus. Évidemment, ça bouscule toutes les autres formes d'organisation sociale. Et ça n'a pas de sens d'aller enquêter sur les termes de parenté. Donc, c'était balayé. Alors, ce que j'ai fait pendant ces moments-là, c'était un peu les manières de table, la cuisine, enfin les façons de se tenir, de s'asseoir, de mettre ses mains. Alors il bouge beaucoup moins les mains que je ne le fais, je m'en rends compte, mais moi j'en ai besoin pour en parler. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, Chomsky avait essayé, pour mesurer justement l'importance des mains, de serrer les mains par derrière à tous ses étudiants. Et il s'est bien rendu compte qu'il n'arrivait plus à parler. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, c'était aussi sur le terrain la langue à laquelle je m'intéressais, et puis la littérature orale, et des choses comme ça qui pouvaient être considérées comme anodines et ne portant pas préjudice au cadre communiste. Parce que ce n'est pas seulement sur moi que ça retombait, mais sur mes accompagnateurs. Je n'étais jamais seule. J'étais mise dès l'arrivée entre les mains d'un collègue ethnographe de l'Académie des sciences, soit de Mongolie, soit de Bouriatie, et qui à la fois était chargé de m'aider dans toutes les formalités, de me trouver des informateurs, de me trouver des endroits où aller, etc., mais évidemment de me surveiller. Et donc, j'ai eu la chance de tomber
très très bien en Mongolie sur un jeune collègue qui était tout à fait charmant, qui s'appelait Nyambo, qui est malheureusement mort maintenant, mais qui à la fois m'a appris, m'a perfectionné. Il parlait également russe, donc on pouvait contrôler quand on ne se comprenait pas bien, on se parlait russe, et qui, pour pallier les problèmes, enfin qui non seulement choisissait les endroits, m'aidait, parler aux informateurs pour les prévenir de ce que je venais faire, mais qui aussi s'est arrangé à contourner la règle qui voulait qu'on ne reste plus jamais de 3 jours au même endroit. Tu vois ce que c'est que 3 jours, hein? Bon, parce qu'il ne faut pas créer de relations aussi. Et donc, il s'arrangeait, parce qu'on avait des espèces de jeeps là, sur les pistes pour avoir des pannes, pour se tromper. Il n'y a pas de route. Donc, c'est toujours au pif, on voit une colline, un col, ceci, cela. Les gens de la région se repèrent très très bien, admirablement. Ils voient 20 km à la ronde et ils se disent il faut passer là, on en a pour 1 heure, il faut passer là, on en a pour 2 heures. Et il y avait aussi plein de gués à franchir, donc on a été embourbés. Donc ils s'arrangeaient toujours pour passer dans des endroits où on ne pourrait pas continuer le trajet. Donc, il a été absolument merveilleux pour ça, mais c'est pour ça que je ne voulais pas aborder des thèmes qui le gênent, lui. Et donc, en Buryatie, ça a été plus variable. D'ailleurs, le climat, de ce point de vue-là, était beaucoup plus dur. Étaient beaucoup plus durs, ils étaient beaucoup plus stricts, beaucoup plus regardants. Qu'est-ce que vient faire une fille pareille qui a 2 enfants en France, qui les laisse? Qu'est-ce qu'elle vient faire là toute seule? Elles étaient forcément suspectes. Et donc, ils se méfiaient beaucoup, et donc c'est pour ça que j'ai fait vraiment profil bas très, très, très longtemps, à la fois dans les choses que je demandais, et puis ne pas surtout leur causer de problèmes. On sait que je savais que chaque fois que j'allais chez quelqu'un, ce quelqu'un devait faire un rapport sur moi. Et donc, mon informateur Nyambu en Mongolie choisissait toujours des vieux, et ça c'était très très bien. Et on avait combiné la chose suivante, il fallait parler au passé, parce que c'était le passé qui m'intéressait. Je leur disais, mais vous comprenez, des usines ou des bâtiments en dur, ben on a ça chez nous, donc je n'ai pas fait 8000 km pour venir voir la même chose, mais vous, qu'est-ce que vous avez de spécial, etc. Et alors, c'était forcément les vieux. D'abord, c'est ceux qui avaient du temps, ça ne leur prenait pas de temps sur leur travail, que ce soit l'élevage ou autre chose quand on était en ville, ou l'élevage ou la chasse, alors que les jeunes étaient donc toujours occupés, donc ça aurait été embêtant, il n'y avait pas de quoi les payer, tandis que les vieux, on leur donnait, on leur apportait à boire, à manger, des choses comme ça, et c'était très bien pour eux. Et Nyambu leur disait, mais c'est pour la science, c'est pour faire connaître notre pays, etc. Alors j'apportais en échange des photos, des cartes postales de Paris en disant ben, nous aussi on a ça et on a ça, mais on a aussi des gens qui vivent très modestement, etc. pour leur montrer que c'était pas pour c'était pas du voyeurisme de leur retard économique, hein, mais que c'était vraiment intéressant de voir d'autres choses. Je leur disais qu'on avait aussi des vaches et des élevages de chevaux et des trucs de ce genre, mais qu'on ne faisait pas de lait de jument fermenté, par exemple, et que ça serait bien d'apprendre et compagnie. Et chez les Buryates, ça marchait beaucoup moins bien, ça. J'étais vraiment beaucoup plus suspecte, et là, on m'a fait boire, j'ai bu pour ma vie entière. Hein. Oui. Et parce que c'était le seul moyen. Accepter de boire veut dire qu'on accepte de ne pas se contrôler
Et donc, sur mes carnets, on voit sur mes carnets de notes quelquefois une grande écriture qui part comme ça, et puis rien pendant 2 jours. Je me dis que je vais être vraiment au mauvais état. Mais après ça, il parlait, mais c'était à recommencer tous les jours, hein, ou pratiquement. Je pense que tu avais une technique pour alors, sortir. Oui, ben ils se demandaient tous, parce que la première année, vraiment, j'avais roulé sous la table d'une façon épouvantable. Après, moins. Et alors, on a beaucoup regardé, on a beaucoup scruté mes affaires de toilette et le reste pour voir la fameuse pilule de diplomate qui n'existait pas, en fait. Mais je prenais de l'huile à jeun le matin, parce qu'on commençait à boire dès 8 heures du matin. De l'huile, et l'huile lubrifie, donc on est moins ivre. Bon, donc j'ai buvais énormément d'huile. Voilà. Et donc c'était moins nocif aussi. Et en fait, moi, ce qui m'importait surtout, c'est de garder le contact avec eux. Et ça a été tous mes premiers articles, et puis alors aussi, j'ai pu accumuler une certaine connaissance de la littérature orale. J'ai beaucoup lu là-bas. Il y avait un certain nombre de choses qui étaient aussi notées, parce qu'il faut dire que le régime communiste, tout de même, quand il s'est implanté, a eu des côtés extrêmement positifs, comme de scolariser tout le monde, si bien que tout le monde était lettré, savait lire et écrire, et par ailleurs, il y avait eu, à l'époque de l'international, tout à fait au début, une volonté de noter les traditions. Et ça, on a une littérature, non seulement de la fin du 19e, du début du 20e, mais aussi des années 20, de la fin des années 20, qui est absolument remarquable, parce qu'il s'agissait pour les gens de noter leurs traditions en se disant, puisque c'était international, tous les peuples de la Terre, unissez-vous, et on a doté tous les peuples d'écriture, ceux qui n'en avaient pas, et puis on a noté leur folklore, enfin ce qu'ils appellent folklore, et qui est pour nous ce qu'on appelle littérature orale. Et donc il y a des matériaux considérables, et ce qui aidait énormément sur le terrain, c'est d'avoir lu ces matériaux. Parce que je pouvais leur dire « Ah, j'ai lu tel conte, il se passe telle chose, etc. Vous pouvez me raconter ce que vous en pensez, vous, est-ce que ça arrive ?» Une chose comme ça. Donc, ils étaient encouragés parce qu'ils voyaient que je savais déjà quelque chose, et donc, ils étaient encouragés à continuer. Et voilà, ça se passait comme ça, mais disons... il n'était pas question de ce qui allait m'occuper plus tard, à savoir le chamanisme, qui est venu de 2 façons différentes. D'une part, parce que Madame Lotte Falck est tombée malade, elle avait une leucémie, et en 1970, 71, 72, et elle est morte finalement en 1973. Et à ce moment-là, c'est Claude Tarditz qui était à l'école pratique des hautes études, à la 5e section, qui m'appelle en disant « Écoutez, préparez un dossier. Voilà, il y a le poste d'Evelyne Lotte Falck qui est vacant. Préparez un dossier. » Alors moi j'ai été un peu affolée, j'avais dit mais pas du tout, et j'ai pas du tout travaillé sur les religions, rien du tout. Vous vous y mettrez, je vous offre le paradis, on ne refuse pas le paradis, etc. Bon. Alors bon, je lui étais très reconnaissante, et d'ailleurs oui, ça s'est très bien passé par la suite. Bernard Salada d'Anglure devait aussi être candidat, mais il voulait continuer aussi avec Laval, et il a dû retirer sa candidature au dernier moment. Voilà. Oui.
Bon, donc c'est moi qui suis entrée là, et alors évidemment, il s'agissait de travailler sur les religions, c'était les sciences religieuses. Alors j'ai commencé par être bien embarrassée, à étudier les religions dans un pays communiste qui les réprime, ça ne va pas de soi, qu'est-ce que je vais pouvoir inventer, des choses comme ça. Mais je suis retournée sur le terrain, et j'ai été plus attentive à ces choses-là, à des tas de petits gestes. Par exemple, en étudiant les manières de table, je vois comment ils portaient des toasts, ou comment on faisait boire les gens, ou dans l'hospitalité. Il y a plein de petits détails tout à fait religieux dans l'hospitalité, bien sûr, et ne serait que quand on boit, on ne boit jamais directement, on envoie quelques gouttes comme ça à la boudique, quelques gouttes dans les 4 directions, mais à la chamaniste, on verse carrément des gouttes sur la table. Et donc, je me suis mise à poser des questions sur ces gouttes qu'on versait, c'était pourquoi, etc. Et de fil en aiguille, je me suis aperçue que les gens étaient finalement assez contents de raconter ça. Et il y a eu un véritable tournant. Pour moi, je le date de 1976, mais c'est tout à fait subjectif, bien entendu, où j'ai vu des gens me montrer, comme ça, à la campagne, des arbres qui étaient décorés avec des bouts de tissu et des choses comme ça. Et ils me disaient, tu vois, ça, c'est pour guérir les maladies des yeux, près de cette source. Et alors je lui disais, mais il y a encore des gâteaux par terre, comme ça. Ah oui, il y a eu un rituel il y a quelques jours. Bon. Donc, petit à petit, j'ai vu que les gens en parlaient. J'ai même une copine bourriate, enfin, elle n'était pas une copine, c'était mon accompagnatrice de l'époque, qui me dit ah, ben écoute, oui, si tu veux voir comment on met les rubans sur des arbres, ben, je vais te montrer. Et donc, on s'arrête, on faisait beaucoup de pauses dans tous les déplacements, parce que la pause, c'était l'occasion de boire un coup, de manger un coup, de fumer une cigarette, etc. Et même les Russes le faisaient. Et elle accroche un morceau de son foulard à une branche d'arbre. Et puis l'année suivante, elle me dit, tu vas voir, on va y retourner. Et il y avait une 50aine de tissus qui étaient là. Donc c'était un peu, voilà comment on crée un lieu rituel. Et alors, ces lieux rituels, on y fait donc des pauses dans lesquelles on fait des libations aux âmes des morts qui sont supposées être là, ou au moins y faire des pauses. Hein. Ce sont... les âmes des morts, ils font des pauses. Elles ne résident pas. Il n'y a pas de résidence. Mais elles viennent parce qu'on leur y met quelque chose à manger. Et du coup, elles facilitent le trajet ensuite. Et il y a eu, par ailleurs, j'ai vu que les gens n'étaient pas rares qui me demandaient des dollars. Alors, j'avais fini par prendre l'habitude d'avoir avec moi des coupures de 1 dollar. Bon. Et mes coupures de 1 dollar, quelquefois, elles se retrouvaient dans l'hôtel, le petit hôtel que les gens faisaient sur leur coffre, avec les photos des disparus, avec des petites bougies à la manière bouddhique, des choses comme ça, éventuellement des petites figurines. C'est là où il y avait autrefois les petites figurines bouddhiques ou les petites figurines chamaniques. Mais bon... c'était là, donc mes billets de 1 dollar se retrouvaient là. Et c'était quelquefois même des gens qui avaient des fonctions officielles, communistes, secrétaires de cellules, de partis, ou des choses comme ça. Alors je me suis dit, bah, il y a quelque chose là-dedans. Et j'ai commencé à oser parler un peu de chamanisme. Et les gens, finalement, étaient très contents. Et alors, il y a quelque chose qui a été extrêmement précieux pour moi plus tard. Je demande, c'était chez les bourriates, je leur dis, qu'est-ce que c'est Bölur. Bölur, c'est le verbe chamaniser, c'est formé sur Bö, qui veut dire le chaman, et la terminant leur, c'est la termination verbale. Et alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se levaient, ils se déhanchaient, ils sautaient,
etc. Qu'est-ce que c'est chamaniser? C'était ça. Bon, et alors, je m'en suis toujours souvenu, c'est-à-dire que pour les gens, chamaniser, c'était gestuel. Alors que, finalement, pour les gens, c'était gestuel, et alors qu'après, ce que j'ai vu dans les livres et en étudiant la littérature orale, c'est que les épopées aussi sont chamanisées. Chamaniser l'épopée. Alors je demandais aux gens, mais quelle est la différence? Pourquoi on dit chamaniser l'épopée? Ah, c'est différent. On chamanise l'épopée, ça veut dire qu'on la chante avec une voix très grave qui s'ancre dans le fond de la gorge. C'est comme une voix de bourdon, d'où ensuite le chant doit émerger. Et alors donc, ce sont deux sens différents du terme chamanisé, qui ont été très utiles pour moi par la suite, mais vraiment les deux ont été donnés par les gens. Et je me suis aperçue aussi, quand j'étais à Ulan-Ude, la capitale de la Buryati, j'allais souvent à la bibliothèque donc pour lire C'était très généreux aussi la façon dont c'était organisé. Les chercheurs devaient mettre leur carnet de notes et leurs matériaux de terrain à la bibliothèque. Et ils étaient accessibles. Ça, c'était tout à fait extraordinaire. Et donc, là, j'ai pu voir des tas de matériaux de terrain. Mais, alors, ce qui était écrit en écriture ancienne, là, les vermicelles, je n'arrivais à le comprendre que si je le disais tout fort. Le cyrillique, ça allait, je pouvais le lire sans parler. Mais les autres, ce sont des lettres qui vont du haut en bas, c'est un alphabet qui a été emprunté avec une suite d'emprunts différents de l'araméen initialement, donc c'est un peu la même forme que des lettres que l'arabe, la même forme de lettres que l'arabe, mais il y a eu tellement d'intermédiaires que ça s'est un petit peu déformé, bien sûr, et puis surtout, dans le sud, entre l'Iran, l'Inde, la Chine, ça a été retourné, chez les Ouïghours par exemple, pour être, comme les Chinois, vertical, de haut en bas. Mais alors que les Chinois, ça s'écrit vertical de droit à gauche, là, ça s'écrit vertical, mais de gauche à droite, puisque c'est le papier qui était écrit de droite à gauche qui a été retourné d'un quart de tour. Bon, alors ça, oui, d'abord, enfin, je penchais la tête, j'étais obligée de pencher la tête pour arriver à lire, et je le disais tout fort. Et à ce moment-là, j'ai été arrêtée par quelqu'un qui était un digne membre de l'Académie des sciences de Buryati, qui me dit « Mais tais-toi, tais-toi !» Alors j'ai dit « Mais pourquoi ?»« Mais tu lis un manuscrit rituel, eh bien, les esprits vont t'entendre et tu les convoques, tu n'as rien pour les accueillir, ça ne va pas. » Donc je me suis dit, il y a vraiment des choses qui sont encore tout à fait vivantes là. Donc ça m'a encouragée à poursuivre dans cette voie, en essayant toutefois de ne jamais provoquer les gens ni les mettre en difficulté. Alors sans doute, je n'ai pas vu tout ce que j'aurais pu voir, mais bon, c'était ce que j'ai pu faire. Et il n'y avait pas de difficulté à cette époque-là de faire ces enquêtes sur le chamanisme? Ah si. Si, c'était pourtant le chamanisme, je ne devais pas le dire. C'est-à-dire, je ne devais pas dire que je travaillais là-dessus, ni que j'étais dans une section de sciences religieuses. Je disais école pratique de votre étude, ça suffisait. Et tous les voyages, tous mes séjours ont été faits dans le cadre du protocole d'échange avec les académies des sciences, qui était tout à fait officiel. J'étais payée, et d'ailleurs très bien payée, sur place, avec des tougriques d'un côté ou des roubles de l'autre, et assez pour constituer une bibliothèque
Je veux dire, ça a été extrêmement précieux d'avoir tout cet argent. J'envoyais des tas de paquets et c'est ça qui a constitué la bibliothèque du Centre d'études mongoles, qui a à peu près 7000 livres aujourd'hui. Bien sûr, il n'y a pas eu que ça, mais il a été convenu entre nous que chaque chercheur qui avait la possibilité d'aller sur le terrain rapportait des livres. Ils étaient très bon marché, les livres, et ça allait. Et là, il y avait de tout. Ah oui, ce que je peux dire quand même, c'est que je pouvais parler, je n'en parlais qu'au passé. Comment est-ce que ça se passait autrefois? Et cette fiction du passé a toujours permis de dire des choses. Je savais qu'il se passait des choses, je n'avais jamais le droit de les voir, mais je savais qu'elles avaient eu lieu. On me les racontait comme étant racontées par le grand-père, mais je savais qu'elles avaient eu lieu 3 jours avant. Voilà, c'était à peu près le genre de choses. C'était une fiction convenue qui arrangeait tout le monde finalement, parce qu'ils étaient très heureux de pouvoir le dire quand même, mais c'était bien autre chose que ce qui est devenu le néo-chamanisme aujourd'hui, bien sûr.